Et donc, bonjour à tout le monde. Je vais faire un survol un peu d'où on en est dans le but de discuter, un peu de stimuler la conversation, en fait, par rapport à ce qui a été accompli jusqu'à maintenant, mais aussi là, les directions futures pour l'initiative. Euh, donc, on est un grand groupe, comme Yulia mentionnait tantôt, je la co-dirige avec Marco Martel à McGill. Donc, ça fait, c'est ça, 2018, donc presque 3 ans, en fait, que l'initiative roule. Avec la pandémie, on ne va pas le temps passer. Puis il y a vraiment beaucoup de membres du réseau québécois, donc, qui représentent le McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'UQAM, Sherbrooke. Et puis là, on espère qu'il y a d'autres membres qui vont vouloir se joindre aussi à l'initiative. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est qu'il y a des gens en fait vraiment de profils là, académiques variés qui s'intéressent à des populations variées. Donc, Mélanie, par exemple, le trauma, on a le cancer, les utilisateurs de drogue. Donc, il y a vraiment différentes approches là, et perspectives qui sont représentées. Donc, dès les tout débuts, là, un des premiers défis pour cette initiative-là était de déterminer sur quoi on va se pencher ou s'attarder parce que vraiment, le sujet des opioïdes et la douleur chronique peut être, la douleur, je ne veux pas dire chronique, là, en général, peut être vraiment très, très vaste. Et donc, avec différentes discussions de membres là, qui étaient potentiellement intéressés à s'impliquer dans cette initiative-là, on a déterminé 4 grands thèmes pour l'instant, qui représentent les efforts de cette initiative-là, qui vont peut-être être amenés à évoluer, là, bien sûr, dans le temps, mais pour l'instant, c'est les 4 thèmes sur lesquels on travaille. Donc, le premier thème est vraiment parti d'un besoin d'uniformiser un peu la recherche qui se faisait, de sorte que les résultats soient plus comparables d'un groupe à l'autre, que nos données puissent être comparées à d'autres pays aussi, au Canada anglophone. Donc, on avait besoin d'outils de mesure en français qui étaient validés. Donc, ça a été un des premiers défis. Si on veut que les laboratoires mesurent, par exemple, le craving des opioïdes de la même façon, mais on doit avoir un outil qui existe, qui est validé en anglais et en français. Donc, il y a beaucoup de temps au début de l'initiative qui a été passé là-dessus. Un des deuxièmes thèmes, c'était d'explorer de façon relativement large l'utilisation des opioïdes dans des populations qu'on a appelées comme étant vulnérables. Donc, par exemple, les individus qui vivent avec les cancers, les individus qui utilisent des drogues, population de trauma, population pédiatrique. Donc, essayer d'évaluer c'est quoi les facteurs communs pour une bonne utilisation ou pour une utilisation plus problématique des opioïdes. Donc, les facteurs communs au travers de ces populations-là, mais aussi les défis uniques et particuliers à chaque population. Là, je pense que la présentation de Mélanie illustre très bien ça. La troisième thème était au niveau de la déprescription des opioïdes. Là, bien sûr, avec la crise des opioïdes qui a été amplifiée un peu là, pendant la pandémie, un des thèmes, c'est d'avoir de quelle façon est-ce qu'on peut en arriver à une certaine déprescription et pour qui c'est adéquat de le faire, c'est quoi les lignes directrices pour le faire. Donc, c'est un thème qu'on entend de plus en plus parler, mais pour lequel les données empiriques là, sont clairement en retard sur le chemin clinique qui a été fait. Et finalement, on s'intéressait, puis je pense que ça revient un peu à la question là, de Mme Romain tantôt, sur les trajectoires de soins pour les patients qui vivent avec la douleur aiguë, la douleur chronique et qui utilisent des opioïdes. Donc, comment est-ce qu'on peut justement fournir des données probantes, cerner des enjeux, de quelle façon, bref, on peut contribuer à ce défi-là, qui est un défi de recherche, qui est un défi clinique, qui est un défi là, au niveau du système de soins de façon plus globale. Donc, se poser les questions en tant que, bien sûr, on est un réseau de recherche, mais on a plusieurs connexions. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut aider à bien soutenir là, ces efforts-là, d'accompagner les patients? On peut penser à des populations chirurgicales, des populations de trauma qui viennent de se faire prescrire des opioïdes et des populations chroniques qui démarrent ou qui continuent là, la prescription d'opioïdes. Donc, comment est-ce qu'on peut venir soutenir là, ces efforts-là? Donc, ça a été les quatre thèmes qui ont été identifiés au départ là, lorsqu'on a mis sur pied cette initiative-là. Donc, je vais passer en survol. C'est pas le survol ne se veut pas vraiment de vous donner une idée de tout ce qu'il fait, mais bien une couple d'exemples pour chacun de ces thèmes-là, des efforts qui ont été mis de l'avant par différents membres de l'initiative.
Donc, le premier thème, c'est vraiment au niveau là, de l'adaptation, de la traduction des questionnaires pour qu'ils soient disponibles et validés en français. Donc, le premier défi, ça a été de trouver quelle dimension de l'utilisation des opioïdes on voulait bien sûr mesurer, qu'est-ce qui était important d'un point de vue de recherche, d'un point de vue clinique, quels sont les meilleurs outils pour mesurer chacune de ces dimensions-là, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc, on s'est attardé justement sur le screening, donc l'évaluation primaire des risques pour l'utilisation problématique des opioïdes, pour la mesure, en fait, de mésutilisation potentielle des opioïdes et pour les symptômes de sevrage, soit mesurés par les cliniciens ou par les individus qui utilisent des opioïdes. Donc, on avait ciblé différents questionnaires pour chacun de ces thèmes-là. Selon les lignes directrices, on a procédé à une adaptation transculturelle de ces questionnaires-là. Donc, le premier a été publié en 2019-2020, bref, je perds la ligne du temps. Donc, il est disponible dans le Canadian Journal of Pain, le Opioid Compliance Checklist. Et puis, le deuxième article qui va mesurer le CAS, donc les symptômes de sevrage administrés par les cliniciens, est soumis pour publication. Et celui-là est intéressant parce que ça nous a amené à collaborer avec certains cliniciens au CHUM, parce que ce questionnaire-là avait été à la base là, traduit et offert dans les lignes directrices par le Collège des médecins, mais sans qu'on puisse vraiment retracer comment cette traduction a été faite, est-ce qu'elle était validée, etc. Donc, puis cette ancienne version-là a été utilisée aussi là, pour des vidéos, pour la formation clinique des médecins, etc. Donc, on a eu une belle opportunité là, de briser les silos un peu puis de collaborer là, avec certains des acteurs pour en arriver au développement d'un outil qui serait utile et pertinent à notre contexte québécois. Puis là, pour les autres questionnaires, le travail est toujours en cours, là, donc ça va venir peut-être dans une prochaine présentation. Ensuite, pour les populations vulnérables, comme je le disais, Hélène Gauthier, au tout début là, de l'initiative, a fait beaucoup de travail sur le transfert des connaissances, sur l'identification de priorités de recherche, etc., dans la population de gens qui souffrent de cancer, mais son intérêt de recherche est plus particulièrement là, pour ceux qui sont en rémission, donc les survivants de cancer qui sont souvent au prix avec des douleurs chroniques, soit directement en lien avec leur cancer, souvent en lien avec des traitements aussi. Donc, elle avait organisé là, des groupes de discussion avec des chercheurs, des cliniciens, des patients partenaires à Montréal, à Vancouver. Donc, en tout, 41 personnes avaient été présentes à ces rencontres-là pour justement là, faire un exercice de transfert de connaissances, de créer des liens là, entre ces différents acteurs-là. Et puis, un deuxième exemple de projet qui rentre dans ce thème-là, c'est le travail de Michel Perrault et Léonie Archambault, qui vise vraiment à briser un petit peu les silos là, au niveau de l'addiction et la douleur chronique. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces communautés-là se parlent un peu mieux et qu'on apporte là, un nouvel éclairage sur la compréhension de la réalité de ces populations-là. Donc, ils ont différents projets en cours par rapport à ça. Puis, j'ai mentionné aussi là, avec similaire avec Julie Bruno, qui est une cohorte d'utilisateurs de drogue auxquels on commence à administrer des questionnaires sur la douleur pour comprendre leurs besoins au niveau de l'expérience de douleur, au niveau des traitements reçus, le stigma, etc. Ensuite, au niveau de la déprescription, un des projets en cours, c'est vraiment un scoping review, donc une revue là, très vaste de la littérature pour essayer de voir qu'est-ce qu'on connaît d'un point de vue empirique sur la déprescription. Donc, l'équipe de Marco est en train d'éplucher la littérature. Là, ils ont fait tout le processus là, des 15 000 articles identifiés. Ils en sont arrivés à 25 qui ont été retenus. Et puis là, ils sont en train d'extraire les données. Et dans les prochains mois, là, on espère avoir certains résultats qui vont découler de ça pour mieux nous aider à comprendre justement où on en est au point de vue empirique. Puis peut-être ce serait quoi les prochains projets de recherche qui pourraient être mis sur pied pour venir pallier certains de ces lacunes-là dans la littérature. Et finalement, pour en revenir aux trajectoires de soins, il y a certains projets en cours. Je pense notamment à celui qu'on mène au CHUM avec le service de transition, qui est un service qui vise justement à identifier de façon précoce les personnes qui vont avoir une chirurgie qui sont à risque d'utilisation prolongée des opioïdes. Donc, on n'est pas pour détecter la mésutilisation des opioïdes, mais vraiment qui sont à risque
de continuer à utiliser des opioïdes des mois après la chirurgie et d'offrir un support au niveau du nursing et au niveau des services psychologiques pour justement aider les gens à mieux prendre en charge leur douleur et avoir des alternatives, des compléments aux opioïdes pour les aider dans cette transition-là. Et puis, avec des collègues à Polytechnique, on est en train de développer une application qui va avoir des bases en intelligence artificielle pour justement pallier à ce trou-là de quand on a congé après une chirurgie, on se retrouve soudainement à la maison puis on est un peu laissé à soi-même. On a beaucoup d'opioïdes, on a beaucoup de douleurs, on n'est pas capable de dormir. Donc, souvent, prendre un opioïde, c'est le réflexe le plus facile qui a une réponse immédiate, mais on sait qu'à long terme, ça peut engendrer plus de problèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les gens à identifier leurs besoins? Donc, souvent, il y a la douleur, il y a l'anxiété, il y a la dépression, il y a le manque de sommeil, il y a le stress, il y a un paquet de choses qui vont faire en sorte qu'on va avoir un craving pour les opioïdes. Donc, est-ce qu'on est capable de détecter ça puis offrir des stratégies alternatives comme de la méditation, comme une interaction sociale avec un avatar? Bon, bref, on est vraiment là au niveau de la conceptualisation pour justement aider les gens à se prendre en charge après la chirurgie. Et au besoin, peut-être faire des liens justement avec la première ligne, avec le prescripteur, etc., quand il y a vraiment des besoins urgents. Donc, on essaie de voir justement de quelle façon la technologie peut nous aider à pallier certains de ces trous-là. Et puis, il y a les projets de Mélanie aussi qui sont en cours, qui visent à mieux documenter les besoins là, de cette population-là. Je sais qu'il y a aussi Philippe de Grandpré, qui est un pharmacien qui s'intéresse aussi. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé, donc je ne suis pas certaine où en sont ces projets, mais qui vise justement là, à s'intéresser à cette trajectoire de soins-là parce que beaucoup d'acteurs concertés là, sont d'accord comme quoi c'est un grand problème auquel on doit s'attarder. Au niveau des défis, c'est sûr qu'il y a un gros momentum sur la recherche sur les opioïdes. Il y a une grande influence qui vient des États-Unis aussi. Donc, c'est comment au Québec on peut se positionner là pour avoir une certaine couleur québécoise, mais aussi être cohérent avec la recherche qui se fait ailleurs, puis ça évolue tellement rapidement. On ne veut pas dupliquer les efforts pour rien non plus. Donc, ça c'est sûr que ça a été un défi quand on mettait l'initiative en place. Au niveau du premier thème, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de défis au niveau là, des droits d'auteur pour certains des questionnaires qui étaient déjà publiés, pas dupliquer les efforts. Donc, je pense, par exemple, comme je mentionnais avec l'équipe du CHUM, avec les organisations là, au Québec. Donc, il y a eu plusieurs défis, mais je pense qui nous a amené justement au final à avoir des tentacules un petit peu plus grandes qu'on aurait anticipé, et être capable de faire des connexions avec des acteurs importants là, du milieu. Et puis au niveau des partenaires, collaboration, justement, là, je mentionnais le CHUM avec la traduction des questionnaires, la QDC, qui est l'Association québécoise là, de douleurs chroniques, qui est une association de patients. Aussi, on est de bon lien avec eux, avec l'INES, et puis avec le CRISM, par exemple, donc essayer de faire des maillages. On peut penser peut-être à d'autres réseaux là, du FRQ avec lesquels on pourrait peut-être établir des liens, comme par exemple le réseau, je n'ai pas le nom exact, mais au niveau de l'humeur, du suicide, ça pourrait peut-être le repart. Donc, il y a peut-être des maillages potentiels à faire qu'on va continuer à explorer, justement dans nos futures directions. Donc, c'est sûr qu'on est toujours en recherche, en fait, d'avoir une certaine cohérence, donc à intéresser les acteurs qui font la recherche sur les opioïdes, donc à joindre à l'initiative pour qu'on puisse avoir un meilleur portrait de ce qui se fait, qu'on puisse plus facilement là, identifier des priorités. C'est sûr que pour l'instant, les livrables étaient beaucoup orientés vers des publications, mais quand l'initiative va continuer à évoluer, c'est sûr qu'on veut avoir un outreach, là, je m'excuse de l'anglicisme, le thème francophone ne vient pas, mais on va avoir un impact plus grand au niveau de la population, au niveau du système de santé, au niveau des gestionnaires, des cliniciens. Donc, on va essayer de trouver des stratégies de dissémination, justement, qui va nous permettre de partager nos connaissances, mais aussi nous permettre d'apprendre de ces différents groupes-là qui vont ensuite pouvoir informer certaines priorités de recherche.
Donc, on veut vraiment avoir un impact plus collaboratif. Puis ceci étant dit, c'est sûr que comme vous l'avez remarqué, les thèmes identifiés jusqu'à maintenant sont très, très cliniques. Je pense que ça se reflète en partie la composition des membres présentement de l'initiative. Il y a Louis Gendron qui en fait partie, bien sûr, mais pour l'instant, il manque vraiment là, cet aspect-là de recherche fondamentale. Donc, ça va être un élément sur lequel on va vouloir travailler puis vraiment aller chercher pour intégrer dans notre initiative parce que c'est un pilier là, essentiel de cette recherche-là. Donc, je pense que ça fait le tour. J'espère que ça vous a donné comme un petit aperçu de l'initiative.